Salut à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic, toujours en compagnie des journalistes du service des sports de Nice Matin, avec un petit nouveau cette semaine, puisque le big boss Philippe Camps profite d'un repos immérité. Bien sûr, c'est François Paturle qui est avec nous. Salut François. Salut Mika. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Gym Tonic. Alors eux, ils sont là depuis le début, ils sont chauds bouillants avant ce match contre l'Olympique de Marseille. C'est bien sûr Vincent Minikini et William Ambercé. Salut messieurs. Salut Mika, salut à tous. Salut François. Et notre invité, eh bien, il est né à quelques kilomètres de Marseille, du côté de La Ciotat, mais il a le cœur rouge et noir. C'est bien sûr Yohan Cardinal. Salut Yohan. Salut tout le monde, merci pour l'invitation. Comment ça va Yohan? Ça va bien. Heureux d'être avec nous, tout va bien? Très heureux, tant qu'on est là, voilà, c'est que tout va bien. Bon, Yohan, tu as bien sûr quitté ce club de l'OGC Nice il y a maintenant quelques mois. On reviendra évidemment sur ce départ, mais aussi au sommaire de cette émission, le match contre Montpellier, le 0-0 acquis dans des conditions un petit peu spéciales à 10 contre 11, et une large page bien sûr de cette émission sera consacrée au match face à l'Olympique de Marseille, ce déplacement si important au stade Vélodrome pour les Aiglons. Nous évoquerons bien sûr aussi Walter Benitez, puisque c'est un petit peu l'ange gardien du gym cette saison. Et puis vous retrouverez vos chroniques habituelles, le pour-contre, le Zap Gym, la compo probable de Will, et puis un cadeau à vous faire gagner évidemment en fin d'émission. Juste avant, ça sera juste après plutôt, le Souviens-toi de François Paturle, consacré cette semaine au Marseille-Nice de 2007. Vincent, vous étiez donc à la Mosson pour ce match entre Montpellier et Nice, on le disait, 0-0, acquis dans des conditions particulières, puisque l'OGC Nice a joué à 10 contre 11 pendant près d'une heure. Oui, une fois encore un bon point à un de moins, avec l'expulsion de Dante en première période. Une expulsion complètement imméritée. On peut peut-être discuter sur le penalty, mais sur le rouge, c'est proprement scandaleux, et c'est surtout ce qui m'agace en fait, c'est que les copains de Clément Turpin dans le camion du VAR, à aucun moment ils se disent bon bah là peut-être qu'il y a un doute, tu devrais peut-être revoir cette situation pour te rendre compte qu'il n'y a pas rouge. Et ce qu'il y a de pire en plus, c'est que Turpin, malgré cette double erreur, ils se disent pas après dans son rapport c'est vrai que c'est un peu compliqué, je me suis peut-être un petit peu enflammé, et il n'y a pas une vraie faute d'anti-jeu. Donc c'est forcément très dommageable pour le gym qui va aller à Marseille sans Dante. Et oui, c'est un bon point, mais on pouvait s'attendre à mieux face à une équipe de Montpellier qui ouvrait pas mal le jeu. Mais voilà, c'est un 0-0, pas forcément logique compte tenu de la physionomie du match, mais c'est encore un point dans la course à la Ligue des Champions qui va forcément compter pour la suite. Sur l'arbitrage, Will, c'est pas la première fois cette saison que le GC Nice se retrouve à 10. Dante a été expulsé 2 fois, Schneiderlin également une fois. Est-ce que tu as l'impression que le GC Nice est arbitré de la même façon que les autres équipes? Oui, j'ai l'impression, parce que en fait, les arbitres sont globalement assez mauvais, faut le dire, et les erreurs se répètent. Il n'y a pas que l'OGC Nice. Je repense par exemple, pour parler dernièrement de ce Lyon-Lille, de ce but refusé à Paqueta qui est complètement ahurissant. Donc voilà, et puis c'est cette interprétation à deux vitesses qui me dérange, l'utilisation de la VAR ou du VAR. On sait déjà, rien que le fait de dire le ou là, on ne sait pas, donc on ne sait pas comment l'utiliser déjà ce système. On le voit rien qu'hier, Marseille. Ou jeudi soir plutôt, quand hier, quand le Suisse fauche à Harit, carton jaune, parce que c'est pas un acte d'anti-jeu, donc il n'y a pas la double peine. Donc pour Dante, c'est exactement la même situation, mais encore une fois, l'interprétation, et il n'y a pas de remise en question de nos arbitres français, donc c'est dommageable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un joueur qui va tacler dans la surface de réparation, un défenseur qui va casser la jambe d'un joueur, il aura juste peut-être un jaune parce que il a joué le ballon. Il a joué le ballon, ça sera pas un acte d'anti-jeu, mais parce qu'on prend le bras d'un autre joueur, c'est un acte d'anti-jeu. Ouais, ils se prennent en plus tous les deux le bras. C'est ça cette action, c'est comme si moi je pars faire une balade avec Yohan, et là je m'écroule. Mais qu'est-ce que t'as? Rien, mais bon, mais c'est bien joué de la part de Wai, mais franchement, qu'est-ce que c'est mal arbitré. On entend peu, François, les dirigeants de l'OGC Nice s'exprimer sur l'arbitrage. Est-ce que d'après vous, des dirigeants doivent monter au créneau? Ah oui. Bon, je ne crois pas à la théorie du complot sur un club, sur Nice ou un autre, mais c'est vrai qu'à un moment donné,
les décisions arbitrales ou de la VAR, parce que maintenant on ne sait plus si on influence l'arbitre ou la VAR, enfin maintenant ça devient compliqué, elles tiennent parfois à peu de choses, et c'est vrai que quand un club se sent objectivement lésé, il est de coutume de mettre un peu la pression sur les arbitres en indiquant des faits de jeu qui ont été à désavantage d'un club. Donc je pense que oui, c'est le rôle des dirigeants, quand vraiment les faits sont indiscutables, de les mettre en avant pour jouer un petit peu le jeu de l'influence. Hein. Ça fait partie de cette bonne guerre dans le monde du football. Quand il y a des injustices comme ça, Johan, des fautes d'arbitrage peut-être, comment on le vit en tant que joueur ? On le vit mal, mais ça fait partie du jeu. Moi, ça me dérangeait pas autant quand il n'y avait pas la VAR. Parce que les arbitres devaient prendre une décision et ça se joue en une demi-seconde, c'est à l'interprétation, mais ça va vachement vite selon d'où il est positionné. Enfin, ça va très vite. Mais aujourd'hui, avec la VAR, on voit qu'il y a encore énormément d'erreurs et c'est intolérable, c'est impardonnable aujourd'hui d'avoir autant d'erreurs d'arbitrage avec les outils qu'ont les arbitres aujourd'hui. C'est impossible que des équipes perdent des points sur des erreurs d'arbitrage aussi grotesques aujourd'hui. Moi, j'arrive pas à le comprendre. Comme tu l'as dit, le but de Paqueta refusé, c'est une catastrophe. Le rouge que prend Morgan à Brest, c'est une catastrophe. Le rouge de Dante, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre autant d'erreurs à ce niveau-là, c'est pas possible. On dit que ça s'équilibre, Vincent, en fin de saison. Est-ce que c'est vraiment le cas, les erreurs d'arbitrage ? Sur l'année 2022, c'est vraiment déséquilibré, mais par bonheur, et je pense que c'est aussi pour ça que personne ne monte vraiment au créneau côté niçois, et Christophe Galtier, il est allé encore à tâtons aujourd'hui, mais parce que Nice s'en sort à chaque fois et gratte des points malgré cette forme d'injustice. Donc c'est pour ça qu'aussi les Niçois ne disent rien et qu'ils se sentent forts à un de moins. Mais c'est vrai que si tous les matchs qu'ils ont joués à un de moins, que ce soit à Brest, à Strasbourg, à Montpellier, si c'était revenu avec 3 défaites, je pense que là, on aurait entendu que ce soit Galtier, Julien Fournier, même Jean-Pierre Ribert monter au créneau. Mais pour l'instant, par bonheur, ça se passe bien. Et j'ose espérer qu'à Marseille, dans un contexte qui va être brûlant, l'arbitre soit assez lucide. Mais et encore une fois, comme je rejoins Johan, c'est l'arbitre du centre. Mais cet arbitre du centre, il a quand même 3 copains dans le camion qui sont bien à la clim. 2, pardon. Qui sont à la clim, tranquilles, et qui doivent, eux, avoir la lucidité de lui dire « Écoute, Coco, fais gaffe, là, peut-être que tu t'es trompé, va voir l'image, mais on ne sait jamais trop s'ils osent vraiment se contredire. » Donc voilà, c'est... Parce que le problème, ils sont votés aussi, les arbitres. C'est ça. Oui. Le problème, c'est que si les mecs du camion appellent l'arbitre central à venir voir les images et qu'il ne le suit pas et ne se déjuge pas, il va être sanctionné derrière. Ouais. Donc à partir du moment où il est appelé par les gars du camion, il est obligé de changer sa décision. Et c'est un peu ce qui arrive à Turpin pour Paqueta, en fait. Au départ, il siffle le but, et quand le camion le rappelle, lui dit non, on va voir les images, il est obligé de les suivre et de dire ah non, finalement il y a faute. En plus, il y a eu la polémique, ils lui ont montré qu'un seul angle de caméra où on peut imaginer qu'il y a faute, alors qu'il y a un autre angle où on voit très bien que Paqueta ne fait pas du tout faute, mais celui-là ne lui a pas été montré. Donc en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est plus le central qui arbitre, mais les gars du camion. Mais ce qui est dommage, c'est que ça arrive aux 2 arbitres censés être les 2 meilleurs en France. Que ce soit Clément Turpin, qui est apparemment notre star, et Stéphanie Frappard, qui est une sorte de relève. C'est les deux arbitres qui arbitrent en Europe et en vogue. Et puis ce qui est amusant, enfin, entre guillemets, c'est que la VAR était censée mettre un terme un petit peu à tous les débats sur l'arbitrage et tout, mais c'est ça. Ça en rajoute. C'est encore pire qu'avant, quoi. Mais pour rebondir sur ce que tu dis avec comment il s'appelle l'arbitre Clément Turpin qui est notre star. Les Italiens ont leur star aussi, et là ils risquent d'être suspendus par la Serie A parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'il y a des décisions qui coûtent des points à des équipes importantes, et je trouve ça bien que les arbitres soient aussi sanctionnés parce qu'ils ont pénalisé tel ou tel club. Parce que sans leur faire un procès, on fait tous des mauvais papiers par moment. Totalement. Les joueurs font parfois des mauvais matchs, mais c'est également les seuls qu'on n'entend jamais. Ça serait bien c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il faut les sonoriser, les arbitres, du coup ? Soit les sonoriser, ou même soit qui parlent après les matchs. En zone mixte. Clément, un petit mot. Venez nous expliquer qu'est-ce que vous avez vu sur Dante. Merci, au revoir. Ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible. C'est quand l'arbitre prend une décision, il a pris sa décision. Absolument. Que vous voulez parler avec lui. Alors, c'est où les arbitres parlent. Il faut le savoir, ils parlent très mal.
où il vous calcule pas, il vous chie dessus, pardon du terme, mais il vous ignore, c'est terrible. Ouais, mais bien sûr. Moi, il y a un arbitre que j'aimais beaucoup quand je jouais en Ligue 1, c'était, à ses débuts, c'était Le Texier, parce que dès qu'il prenait une décision et que vous lui demandez l'explication, il vous expliquait. François Texier. Exactement. J'ai sifflé ça parce que j'ai jugé ça. Mais quand on vous explique, oui, ok, d'accord, monsieur l'arbitre. Comme on ça dit, y est, c'est réglé. Comme on dit, faute avouée, à moitié pardonnée. Tout à fait. À partir du moment où on explique sa décision, même si elle est erronée, au moins on a compris le raisonnement qui a mené à ce jugement-là. Bon, on pourrait faire des émissions entières, hein, évidemment, sur l'arbitrage, et en particulier autour de l'OGC Nice. Voilà pour ce volet et sur ce match face à Montpellier. On va regarder tout de suite le Zap Gym, un Zap Gym un petit peu spécial cette semaine, puisqu'il est consacré au dons solidaires pour l'Ukraine. L'OGC Nice qui avait organisé une collecte de dons. En voici quelques images, et puis on parlera également de Walter Benitez. L'OGC Nice nous a dit on est là, on veut aider, on a des colis à faire pour tous ceux qui ont tout perdu. Tout le monde fait ce qu'il peut faire et fait ce qu'il doit faire. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que déjà nos jeunes soient impliqués parce qu'ils le savent, ils sont ici, ils sont bien, puis il y a des enfants qui ont le même âge et qui vivent une vraie tragédie. C'est important pour nous, les jeunes du centre de formation, de montrer qu'on est aussi concernés par tout ce qui se passe en Europe et parce que le club aussi s'est investi dans cette cause-là et on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas y être nous aussi. Tout le monde a donné et on se rend compte qu'à travers notre club, on a effectivement cette contrainte des résultats sportifs. Ça se passe bien, c'est plus agréable. Mais au-delà de ça, on se rend compte qu'un club, ça peut fédérer beaucoup de choses et surtout beaucoup de solidarité. À travers l'OGC Nice, à travers la mairie, à travers tout ce qui est fait, on arrive effectivement à voir cette solidarité qu'il y a dans le monde malgré tout. Et ça laisse un espoir de se dire, mais quand même, voilà, ils ne sont pas tout seuls. Tengo el honor de poder presentar al arquero del club del cual soy hincha en Francia. Estamos hablando del señor, y del joven, mejor dicho, Walter Benítez. Walter, querido, el placer de recibirte en esta edición de SportsCenter. Y mira lo que te digo, Allez Nice, ¿cómo estás? El club, y uno como espectador lo ve, ¿no? Cómo ha crecido con el pasar de los años, porque hoy agarrás la tabla de la Liga Francesa y ves de golpe que el Niza está detrás del PSG. Sí. Es impresionante el cambio que ha hecho el club en todos sentidos, en la ambición que tienen. Es un club que trata de hacer cada año mejor, de cada año tener nuevas expectativas, nuevos proyectos, nuevos sueños, y la verdad que se está realizando con un nuevo propietario que vino también hace no mucho tiempo, y bueno, la verdad que en ese sentido es bueno tener porque ayuda a crecer a uno mismo también. Voilà cette séquence issue du Zap Gym que vous pouvez retrouver en longueur sur tous les réseaux sociaux, les médias de l'OGC Nice. Petite séquence sympa entre Walter Benitez et la femme de Dario Zvitanic, Cecilia Bonelli, à la télé argentine. Justement, Walter Benitez, l'un des grands artisans de cette équipe de l'OGC Nice cette saison, meilleure défense de Ligue 1 avec 21 buts encaissés en 28 journées. Messieurs, est-ce que Walter Benitez fait sa meilleure saison sous les couleurs niçoises ? Il en avait fait une très bonne, il me semble, si je me souviens bien, lors de la première saison de Patrick Vieira, où il avait sauvé pas mal de matchs. C'était une période où Nice marquait très peu, à part par Youssef Attal, il me semble. Il avait fait toute une saison sans attaquant, mais je dirais que voilà, c'est sa deuxième meilleure saison sous le maillot niçois. Je pense que la prolongation de son contrat l'été dernier l'a rassuré, lui a permis d'avoir les idées un peu plus claires. Et oui, il est bien, il bénéficie aussi d'une charnière de très haut niveau quand tu joues derrière Dante, Todibo, mais aussi derrière Schneiderlin ou Rosario ou Lemina, avec sur le côté aussi des joueurs solides. C'est beaucoup plus simple et voilà, je le sens plus tonique, plus investi, notamment dans les sorties aériennes, où c'était un petit peu son petit défaut, mais en effet, c'est certainement l'une des meilleures saisons de Walter Benitez. Alors, on va voir justement les stats de Walter Benitez cette saison, le gardien de but de l'OGC Nice, avec 27 matchs joués, 82 arrêts réalisés, un penalty arrêté sur 4 tirés, 12 clean sheets, c'est pas mal quand même, en 28 journées, et une vingtaine de buts, 20 buts encaissés, puisqu'il y a un but encaissé par Marcin Bulka. Johan, vous le connaissez évidemment par cœur, Walter Benitez. Vous le trouvez
vraiment en forme cette saison? Oui, il est très très en forme. J'ai eu la chance de le voir à ses débuts et moi je suis content pour lui parce que c'est un garçon qui a énormément travaillé. Quand il est arrivé ici, c'est vrai que c'était pas trop ça, mais il a énormément travaillé, il a énormément de mérite. Tout ce qui lui arrive aujourd'hui, il le mérite amplement. Et de le voir à ce niveau-là, par contre, ça m'étonne pas parce que c'est un monstre de travail. C'est le premier arrivé et le dernier parti avec Dante, exactement. Et un gardien, il est à l'image de l'équipe souvent. Et cette année, Walter, il est vraiment à l'image de l'OGC Nice. C'est-à-dire que le club, l'OGC Nice va bien et lui, en contrepartie, il les aide vachement, il est vachement rassurant. Je trouve que cette année, voilà, il a gagné en assurance énormément. Ouais, c'est ça, hein, c'est important, hein, William, d'avoir un gardien de but qui rassure ses défenseurs, qui rassure son équipe. Le point pour moi déterminant cette saison, Vincent l'a évoqué à la toute fin de son intervention, c'est les sorties aériennes. C'est vraiment une saison où il va chercher les ballons sur les coups de pied arrêtés, il soulage sa défense. C'était un peu son défaut alors qu'il a un beau gabarit qui devait lui permettre d'apporter ce soulagement quand à Strasbourg, à Montpellier, où tu as des matchs tendus, où tu sais quasiment que de l'attaque-défense. Et ben voilà, il est là, il répond présent, et parce qu'il a toujours eu un comportement où il donne de la voix, il parle beaucoup, il est très présent dans le match. Sur les pénaltys, il a toujours été très bon, il confirme encore. Mais voilà, vraiment, ses interventions aériennes, ses sorties, cette année, je le trouve plus déterminant. Dans le vestiaire, Johan, il est comment, Walter Benitez? Est-ce que c'est le premier un peu à déconner, un peu comme vous le faisiez à l'époque, ou c'est plutôt discrétion, lui? Non, Walter, il est pas dans son coin, il s'entend bien avec tout le monde, il parle avec tout le monde, mais c'est... comment dire? C'est quelqu'un qui va déconner si vous allez vers lui. C'est pas lui qui va chercher la déconnade, mais il est vachement ouvert. Il rigole avec tout le monde. Et ça aussi, ça aide vachement parce que quand vous avez une relation où vous vous entendez bien avec vos défenseurs déjà dans la vie et dans le vestiaire, ça aide vachement sur le terrain. Et franchement, ça se ressent à la télé parce qu'on voit qu'ils ont une relation d'entente qui est très bonne. Il y a une vraie connexion Todibo, Dante et Benitez. Ouais. Mais après, ce qu'il dessert à Benitez, c'est qu'il n'est pas très rock'n'roll en fait. Il n'est pas très charismatique, il est dans son coin, il dit jamais un mot plus haut que l'autre. Donc peut-être que s'il avait, je sais pas, une coupe de cheveux un peu farfelue, des tatouages et tout. Non, mais c'est vrai que dans le foot, on a tendance à... Lopez aussi, non, mais voilà, dans le foot, on a souvent tendance à aimer un peu tout ce qui est différent, tout ce qui brille et tout. Mais Walter, en fait, tout ce qui buzz. Ouais, c'est un gars qui est assez, qui est tranquille, mais il fait le boulot depuis 5 ans. Et on l'oublie, mais c'est quand même énorme, non, d'avoir un gardien qui te permet de faire cette saison-là aussi. Sauf que voilà, Walter Benitez, on a tendance parfois un peu à banaliser ce qu'il fait. Peut-être ce qu'on avait fait également lors des 2 grandes saisons de Yuan, parce que quand Nice est 4 et 3, il fait pratiquement que des bons matchs. Il n'y a pas de secret quand tu es tout en haut, c'est que le gardien excelle également. Hein. Et justement, Yuan, on va revenir un petit peu vers vous et vers toi, et plutôt sur ta fin de parcours à l'OGC Nice. Ça fait quelques mois maintenant. On pensait te voir toute ta vie sous le maillot rouge et noir. Moi aussi. Toi aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est terminé surtout? Est-ce que la cicatrice est toujours un petit peu ouverte? Alors la cicatrice, oui, elle est encore ouverte. C'est vrai que j'ai du mal à digérer et à tourner la page parce que quand on est vraiment attaché à quelqu'un ou à quelque chose, c'est dur d'oublier. Je me voyais rester encore au club pendant pas mal d'années. Malheureusement, la direction a pris une autre décision et il faut la respecter. Tu l'as accepté difficilement au départ, hein? Ah, je ne l'ai pas accepté. Ouais. On essaye, on se dit qu'on a accepté, mais dans le fond, on n'a pas accepté. Est-ce que ça t'a permis on sait que tu es passé par des moments difficiles dans ta carrière, y compris à l'OGC Nice. Est-ce que ça t'a permis d'apprendre encore des choses nouvelles sur le monde du football? Ah oui, ça m'a clairement appris pas mal de choses. Ça m'a appris à pas donner sa confiance à tout le monde. Le respect, je pensais avoir... comment dire ça? Je pensais être plus respecté que ça, on va dire. Et vu la façon dont ça s'est fini, en fait, voilà, on m'a un peu beaucoup manqué de respect. Et je pensais pas avoir cette relation-là. Ouais, parce que sans trahir de secret non plus, hein, il y avait une sorte de promesse de la part des dirigeants de te faire re-signer du côté de Nice, au moins ou en numéro 2 ou en numéro 3 d'ailleurs. T'étais prêt les conditions n'avaient pas été fixées, mais il y avait
y avait eu une parole et... Bon. Voilà, il y avait eu une parole et après la direction, après un autre tournant. Mais bravo eux parce qu'aujourd'hui ça leur réussit et j'espère qu'ils vont aller loin et encore plus haut. C'est ce qui t'a peut-être empêché de rebondir aussi vite, cette déception. Tu t'attendais peut-être pas à pas galérer, mais tu t'es dit, ouais, peut-être que c'est le moment de trouver un nouveau challenge ou t'as mis du temps à encaisser? En fait, moi, pour être honnête, j'ai toujours été honnête dans tout ce que j'ai dit dans les journaux durant ma carrière, donc je vais continuer à l'être. Quand la direction me dit, quoi qu'il arrive, on te prolonge en fin de saison, donc quand il me dit ça, on est à peu près mi-janvier, on doit être au 19 ou au 20 janvier. Moi, à la fin du mois, il y a 2 clubs qui m'appellent. Un club en Ligue 1, un club en Ligue 2 pour me faire signer en agent libre au mois de juin. Et moi, je refuse poliment parce que moi, mon objectif, c'était vraiment de faire une carrière à la Jean-Philippe Mathieu ou à la Fred Joria. Rester toute ma carrière à l'OGC Nice, c'était ma priorité. Je préférais limite sacrifier du temps de jeu pour être numéro 2 à l'OGC Nice que signer dans un autre club. Donc, j'ai poliment refusé ces 2 propositions pour rester. Et malheureusement, derrière, voilà, il y a eu ce changement de décision de la direction. Et après, au début du mercato, j'ai eu une proposition que j'ai refusée parce que je pensais pouvoir trouver mieux. Et au final, je regrette aujourd'hui de pas avoir accepté. Et forcément, quand tu vois ce qui se passe autour de l'OGC Nice aujourd'hui, la finale de la Coupe de France, le club qui joue les premiers rôles, il y a évidemment un petit pincement au cœur. On se dit, j'aimerais être là, quoi. Ouais, il y a un gros pincement au cœur parce que, attention, je leur souhaite de soulever la coupe, je leur souhaite de finir 2e du plus profond de mon cœur. Ça, c'est pas un souci, mais oui, on se dit, putain, j'ai raté quelque chose. Oui, rater quelque chose, mais bon, vous suivez quand même toujours l'actualité du club. Ah mais bien sûr, je suis toujours un amoureux du gym, je suis toujours en contact avec les joueurs, avec des gens du club, avec certaines personnes du staff. Ça, il n'y a aucun souci. Et demain, j'ai eu plusieurs fois le président River au téléphone, quelques fois même Julien, avec qui on a un petit peu discuté. Il n'y a pas de souci. Julien Fournier, directeur du football. Je suis toujours à fond derrière le club et je les pousserai tant que je peux. T'es surpris, pardon. Vas-y. Tu es surpris par la saison que tes anciens coéquipiers réalisent? Alors, honnêtement, pas du tout. Moi, l'année dernière, même si on a vécu une saison difficile, je savais le potentiel qu'avait l'équipe. Et aujourd'hui, avec le chef d'orchestre qu'ils ont, ça pouvait que marcher. Après, dire oui, je savais qu'ils allaient aller en finale de Coupe de France, ça non, ce serait mentir parce que un parcours en Coupe de France, ça dépend toujours des tirages, un peu de réussite ou pas. Mais en championnat, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils aspirent à moins que ce qu'ils sont là. On a parlé de ta fin d'aventure, on va regarder devant maintenant. Aujourd'hui, est-ce que tu continues de t'entretenir tout seul? Qu'est-ce que tu fais? Et comment tu envisages alors aujourd'hui, je m'entretiens avec un préparateur physique qui est au club encore d'ailleurs, avec qui je suis en contact, qui me donne des programmes donc je fais tous les matins, je fais le programme indiqué. Et le soir, je vais m'entraîner à Saint-Jean-Beaulieu qui sont en CFA et Sébastien Frey pour m'entretenir dans les cages. On reviendra évidemment avec toi tout à l'heure en fin d'émission sur ce qui se passe aujourd'hui pour toi, Yohan Cardinal, dans ta vie de gardien de but. Mais avant d'ouvrir une page consacrée à ce Marseille-Nice, Vincent, vous avez 2-3 indiscrétions au sujet de cette finale de la Coupe de France et des modalités de déplacement, d'achat de place et de déplacement et d'achat de place des supporters. Oui, ça intéresse des milliers de Niçois, cette finale de Coupe de France contre Nantes. Et voilà, les infos tombent au compte-gouttes un petit peu. Donc on sait aujourd'hui que le parcage niçois pourra comporter approximativement 20 000 supporters de l'OGC Nice. Sur ces 20 000 places, les abonnés de cette saison, ils sont au nombre de 13 000, sont prioritaires. Le seront également les supporters qui se préabonnent pour la saison prochaine. Ils sont déjà au nombre pratiquement de 1500. Donc s'il y a déjà 15 000 places... Oui, mais tous les abonnés ne vont pas aller au Stade de France. On va dire qu'il y aura 90% des abonnés qui vont se rendre, j'ose espérer, au Stade de France. Donc c'est un coût
comme de l'OGC Nice qui est plutôt bien senti, d'inviter les supporters, les sympathisants de Nice de s'abonner pour la saison prochaine pour s'assurer une place au Stade de France, parce que voilà, il n'y en aura pas énormément, il y en a 20 000 donc dans le parcage niçois, il y en aura ensuite 8 000 pour le grand public, c'est-à-dire pour les Nantais, des Niçois, mais également des gens de Savoie, des gens de Paris, donc là ce sera première arrivée, premier servi. Et également, la 3F, donc la Fédération Française de Football, garde, elle, autour de 25 000 places pour ses partenaires, les districts, le football amateur, parce que aux yeux de la 3F, c'est la fête du foot, la fête du football amateur, et non pas la fête de l'OGC Nice et du FC Nantes. Donc voilà, le conseil qu'on peut donner aux supporters de l'OGC Nice, c'est vraiment de bien rester connectés. Donc dès qu'il va y avoir les premières infos sur cette finale, d'aller au plus vite. Et voilà, franchement, moi, on n'est pas indexé sur les futurs abonnements, mais si j'étais à la place de certains supporters, je prendrais franchement l'abonnement pour la saison prochaine, sachant que tu as de grandes chances de jouer la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, et de vivre encore une belle saison, et surtout de t'assurer une place au Stade de France. Une petite indiscrétion sur le prix des places, peut-être, au Stade de France ? Ça va osciller donc entre 25 € et 115 €. Celles qui seront autour de 115 €, ce sera certainement celles pour le grand public, donc celles qui seront à côté central du Stade de France. Donc voilà, c'est pas rien. Donc il y a plus de chances de payer des billets pas chers pour le Stade de France en se préabonnant ou en étant abonné. À noter que la Populaire Sud organisera son propre déplacement aussi. Il devrait y avoir un packaging avec voyage en train plus écharpe, un t-shirt, quelque chose, et la place, ou un packaging aussi sans le train pour ceux qui voudront y aller par leurs propres moyens, mais avec la place, une écharpe, un t-shirt collector. Donc voilà, ils sont en train de réfléchir à tout ça. Le club a privatisé également un salon au Stade de France qui pourra accueillir un salon modulable, presque 700 personnes. Bon là par contre il faudra vraiment avoir les moyens, c'est plus destiné aux partenaires parce que l'entrée ce sera autour de 450 €, donc il faut épargner. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour une finale de Coupe de France. Mais en général, voilà, les VIP ont les moyens aussi de se payer de ce genre de place. Allez, il est temps maintenant d'aborder ce match si important face à l'Olympique de Marseille. Ça sera dimanche soir à 20h45. On va regarder le classement parce qu'il est très important ce classement évidemment, et vous allez voir que l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille sont à égalité de points, même différence de buts, mais l'Olympique de Marseille a marqué plus de buts que l'OGC Nice cette saison. C'est pourquoi ils sont juste devant. William, est-ce qu'on peut déjà parler d'un tournant cette saison, d'un match décisif pour l'OGC Nice face à l'OM? Clairement, c'est une confrontation directe, deuxième, troisième. Il restera que 9 journées derrière, avec un calendrier qui est beaucoup plus compliqué pour l'OM que pour l'OGC Nice. On regardera tout ça tout à l'heure. On regardera ça tout à l'heure. Et en fait, l'OGC Nice, surtout, je pense que c'est aujourd'hui, ils sont en plein dans leur période charnière. Après s'être déplacés à Strasbourg, après pas avoir reçu PSG. Voilà, là c'est Marseille, ça enchaîne Rennes. Donc les deux concurrents directs à la 3e place et à la 2e place. Je pense que voilà, vraiment, c'est le moment charnière. Et l'OGC Nice, s'ils font un résultat au Vélodrome, ils se mettront vraiment en bonne position. François, vous allez nous en parler en fin d'émission, mais c'est toujours très compliqué d'aller gagner au stade Vélodrome. Est-ce que cet OGC Nice-là est plus costaud et peut-être mieux armé en tant que groupe pour aller faire un résultat devant 60 000 personnes déchaînées? Ah oui. Pour moi, le gym cette année montre tous les aspects d'une équipe solide et bien organisée. C'est pour ça qu'on les voit bien en finale aussi au Stade de France, et pour ce genre de match aussi, parce que c'est pas une équipe qui est peut-être la plus spectaculaire de la Ligue 1, mais elle est solide et elle est bien organisée. Et pour ce type de match au sommet, dans un chaudron marseillais incandescent, ça s'y prête bien, à mon avis. Johan, vous qui avez un œil un petit peu extérieur sur les deux équipes cette saison, c'est vrai que l'OGC Nice plaît aux suiveurs du football, mais Marseille, ça reste assez solide quand même. Ouais, Marseille, ça reste assez solide, même si à domicile, ils ont montré qu'ils sont prenables. Dans les années précédentes, c'était quasiment mission impossible d'aller gagner là-bas, mais cette année, on sent qu'il y a des coups à faire, qu'ils ont laissé beaucoup de points, et moi, je pense que le gym a les capacités, l'équipe et surtout la forme pour aller faire le bon coup du week-end.
Vincent, il y aura un contexte aussi, on le disait tout à l'heure, avec 60 000 spectateurs au stade Vélodrome, pas de supporters niçois comme on pouvait s'y attendre. Est-ce que l'OGC Nice, qui a un groupe aussi de jeunes joueurs, peut se présenter face à 60 000 supporters de l'OM qui voudront évidemment encourager jusqu'au bout leur équipe? Il y a des jeunes, certes, mais il y a aussi quand même beaucoup d'éléments d'expérience. Je pense à Mario Lemina qui a quand même joué quelques matchs un peu bouillants en Turquie, Morgan Schneiderlin en Angleterre qui a connu des ambiances bouillantes. Andy Delors, je pense que c'est pas du genre à craindre ce genre d'atmosphère. Jean-Claire Todibo, j'ai plus l'impression que ça l'excite davantage de jouer dans une ambiance, comme disait François, incandescente. Walter Benitez non plus. Donc je sens quand même cette équipe mieux armée à ce niveau-là en termes de pression. Amine Gouiri, j'ai pas non plus l'impression que ce soit un garçon qui soit aligné par une forme de pression. Donc franchement, à ce niveau-là, je les vois capables de résister à la Furia olympienne. Et justement, on a posé la question à Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi sur l'ambiance qui allait régner au stade Vélodrome. Écoutez-le, il est devant la caméra de Philippe Bertini. J'ai pas l'habitude de préparer le groupe à cela. Ça ne doit pas être un poids. Au contraire, on doit s'appuyer sur cette adversité qu'il va y avoir, de par évidemment à la fois un public qui transcende toujours une équipe, et au Stade Vélodrome c'est très souvent comme ça, mais aussi un public qui va évidemment nous siffler. Mais j'ai quand même beaucoup de joueurs qui ont connu ce genre d'ambiance-là, et il y a assez d'expérience dans le groupe pour pouvoir s'appuyer sur un public qui sera en notre défaveur. Je ne peux pas imaginer qu'il y ait que ça soit hostile. Il va y avoir 60 000 Marseillais qui vont pousser à fond derrière leur équipe. Voilà, Christophe Galtier qui n'envisage pas une ambiance hostile au stade Vélodrome, parce que c'est vrai, William, il y a un contentieux quand même malgré tout entre l'OM et Nice cette saison. On se souvient évidemment du match aller interrompu par ce jeu de bouteille sur Dimitri Payet. Il y a la gifle quand même reçue par les Marseillais en Coupe de France, 4-1, donc il y aura un vrai sentiment de revanche chez eux. C'est ça, il y avait d'abord donc ce premier match qui a fait une rivalité un peu entre supporters. Ils se sentaient attaqués, Payet avait été touché par la bouteille, donc ça a alimenté une certaine colère chez les supporters marseillais. Mais là, le 4-1 a rajouté une deuxième couche, puisqu'en plus, avec l'élimination du PSG, je pense que les Marseillais se sont dit c'est peut-être l'année ou jamais pour gagner la coupe, c'est peut-être à nous. Et ils se voyaient bien, ils venaient de réussir un gros match avant de 5-2, ils avaient gagné contre Angers. Donc ils se sentaient bien dans une belle dynamique, ils arrivent à l'Alliance, ils mènent 1-0, finalement ils prennent une claque. Et pour avoir entendu Payet se confier... ce match leur a vraiment fait très mal aux joueurs. Donc je pense qu'entre les supporters et le collectif marseillais, l'OGC Nice a mis un petit coup sur la tête cette année, et en cas de bons résultats encore là, il leur mettrait vraiment un gros coup pour la fin de championnat. Johan, jouer au Vélodrome, c'est quelque chose de... Alors surtout quand on est né, comme vous, pas très loin de Marseille, mais c'est vrai que c'est toujours un moment spécial dans une carrière d'un joueur et dans une saison aussi, on coche un petit peu la date. Bien sûr qu'on coche la date, parce que voilà, on va certainement dans le plus beau stade de Ligue 1, on va quasiment dans la plus belle ambiance, et jouer un Olympique de Marseille-Nice à 9 journées de la fin, ex-aequo 2 points dans un stade où il va y avoir 65 000 personnes, mais qui ne rêve pas de jouer ce match-là? Quel joueur ne rêve pas d'être sur le terrain pour ce match? On a tous travaillé toute notre vie en tant que joueur pour ce moment-là, pour ces moments-là. Donc moi je pense que ça va être un match spectaculaire, et que le gagnant fera une affaire magnifique. Ce que nous confie Rosario Pablo tout à l'heure en conférence de presse, lui aussi, comme il disait exactement la même chose, il dit on vit pour ça. On vit pour jouer un match dans une ambiance de folie et de faire un grand coup à Marseille. Donc, oui, c'est le match dont tout le monde parle, tout le monde rêve. En sachant que Rosario ne connaît pas le Vélodrome. Absolument. Ça veut dire que, pour vous montrer l'importance du match, ça veut dire que Dante, parce que c'est certainement lui qui a dû lui en parler, il a déjà dû lui monter la mayonnaise sur ce match pour... Ouais, c'est Amine Gouiri aussi à Metz en janvier, après dans les coursives de Saint-Symphorien. On lui avait posé la question, à ce moment-là, Nice et Marseille étaient déjà à la lutte. Est-ce que tu connais la date du prochain Marseille-Nice? On était en janvier. Une seconde, il avait dit 20 mars.
Donc on verra si Amine Gouiri Donc sera... voilà, donc ça veut tout dire. Ouais, sera présent au rendez-vous de ce 20 mars. Oui, là, on va voir un peu la compo probable de cette équipe de l'OGC Nice, puisqu'on l'a dit, Dante est bien suspendu pour cette rencontre. Le carton rouge ne lui a pas été enlevé. Il ne lui a pas été enlevé. Bon, il a eu qu'un match, donc c'est déjà un moindre mal, parce que le club pouvait aussi craindre plus de matchs, puisque c'était un rouge direct. Donc on va partir sur sensiblement la même compo que la semaine dernière, malgré les retours de Amavi et Youssef Attal. Ça sera peut-être un peu trop court pour les relancer sur un aussi gros match d'entrée. Donc Benitez dans les buts, Jordan Lotomba et Melvin Bard sur les côtés. Donc c'est Rosario qui devrait faire la charnière avec Todibo. Ou Dani Luc, le coach a laissé planer le doute. Le coach a laissé planer le doute, mais Rosario a été très bon quand le coach a fait appel à lui. Encore à Montpellier, après l'expulsion de Dante, c'est lui qui est venu calmer un peu la tempête. Donc du coup au milieu de terrain, en l'absence logiquement de Kluivert au coup d'envoi qui a été diminué à la veille du déplacement à Montpellier, qui a été plutôt préservé. Là aussi le coach l'a dit, il participera à sa première séance en intégralité demain, donc veille de match, ça sera compliqué. Mais il y a Calvin Stengs qui a été encore intéressant à Montpellier par séquence, qui devrait être à droite pour laisser Kefren Turam à gauche. Depuis plusieurs semaines, ça marche bien, puisqu'il vient bien donner dans le repli un coup de main à la paire de milieux centraux qui devrait être Morgan Schneiderlin et Rosario Lemina. Schneiderlin qui est très bon à chaque fois qu'il rentre. Et devant, toujours la paire Delors-Gouiri, puisque Dolberg est un peu plus en difficulté en ce moment. C'est une déception, tiens d'ailleurs, Johan, Kasper Dolberg, un peu cette saison. On attend peut-être plus d'un attaquant de sa trempe. Quand on connaît les qualités et ce dont il est capable de faire, oui, ça peut être décevant. Mais je doute pas de lui, je sais de quoi il est capable et je sais que d'ici la fin de saison, il va être décisif et qu'on dira merci Kasper. Alors messieurs, fort de tous ces éléments, il va falloir un petit peu se prononcer maintenant avec le fameux pour-contre de cette semaine. Nice est-il favori face à l'OM ? Je vais laisser la parole d'abord à Vincent, puisque oui, il avait commencé la semaine dernière. Alors à mes yeux non, parce que tout simplement jouer au Vélodrome, on l'a dit tout à l'heure, il y a un côté très excitant, enivrant même, mais ça peut être aussi vraiment casse-gueule. Et moi côté niçois, ce qui m'inquiète, c'est un peu l'absence de Justin Kluivert, qui avait été le grand monsieur de ce match de coupe, qui a cette capacité, notamment à l'extérieur, quand les espaces s'ouvrent un petit peu, de faire d'énormes différences. Alors Calvin Stengs, c'est certes un très beau joueur de foot, mais on l'a vu à Montpellier, il lui manque peut-être ce coup de rein pour aller chercher dans le dos des défenseurs olympiens et peut-être débloquer cette rencontre. Il manque, côté niçois, ce joueur capable un petit peu de dynamiter une équipe adverse à l'extérieur. Donc voilà, je pense que Nice, sur le papier, n'est pas favori, ce qui ne veut pas dire que Nice n'est pas capable de ramener un résultat. Et même si Marseille n'est pas exceptionnel depuis le début de saison au Vélodrome, ils ont quand même battu Rennes en début de saison, fait match nul contre le PSG, match nul contre Lille. Bon, ils ont certes perdu contre Monaco et Lens, mais voilà, pour toutes ces raisons, Milik qui est quand même en grande forme, Guendouzi qui est un joueur qui est forcément détesté par tous les adversaires de l'Olympique de Marseille, mais s'il avait été à Nice, il serait certainement adulé par le public niçois parce qu'il est peut-être insupportable, certes, mais c'est quand même un très bon joueur. Mais c'est un très bon joueur au milieu. Le petit Amin Harid qui revient bien, Dimitri Payet qui va être de retour peut-être, qui est toujours capable sur un éclair de génie de faire des différences. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que pour moi Marseille est favori. Et donc pour vous, du coup, William, pour toi, le gym est favori. D'abord, je vais m'appuyer sur les dynamiques. D'abord, donc depuis le quart de finale de Coupe de France, la grosse gifle. Derrière, Nice a perdu à Lyon 3 jours après, mais a enchaîné 5 matchs sans prendre aucun but, en battant le Paris Saint-Germain, en jouant la moitié de ces matchs à l'extérieur à 10 contre 11 et contre 2 équipes contre qui elles avaient perdu au match aller. Donc une dynamique de solidité, de cohésion, et contrairement à l'OM qui s'appuie par exemple aujourd'hui sur il y a Harit qui fait 2 bons matchs, puis t'avais Milik qui marquait 2 buts, puis c'est toujours une intermittence, il n'y a pas une vraie cohésion collective qui se dessine chez cet Olympique de Marseille, pardon. Ils sont vachement dépendants, je trouve, de Dimitri Payet qui est à la dernière passe, Guendouzi aussi, mais dans la cohésion collective, l'OGC Nice a plus de certitude, ne serait-ce que défensive. Le bilan à domicile de l'OM montre une certaine chose, c'est qu'il concède beaucoup de nuls,
À la différence de l'OGC Nice, ils ont perdu autant de matchs, 5 à la maison. Par contre, ils font 2 matchs nuls de plus. L'OGC Nice est capable, même en marquant peu, de faire la différence, de gagner 1-0 quand il le faut. Et dernier argument, l'OGC Nice, dans les gros matchs, a toujours répondu présent. Il n'y a que Lyon, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'était 3 jours après l'euphorie de la Coupe de France, et fatigué. Et puis, Lyon avait 8 points de retard au coup d'envoi de ce match-là. Donc, c'est pas comme ce choc-là à Marseille. Égalité, droit, les yeux dans les yeux. Pour ces matchs-là, Galtier sait faire. Et il a encore dit tout à l'heure, c'est comme ça qu'il a été champion de France. C'est en gagnant les confrontations directes. Et je pense que l'OGC Nice est armé cette année pour aller gagner au Vélodrome. Johan, c'est qui le favori pour toi, Nice ou Marseille? Alors, moi, à mes yeux, c'est l'OGC Nice. Aux yeux des bookmakers et de beaucoup de personnes, ça risque d'être l'OM. Le seul point qui me chagrine, c'est l'absence de Dante. En défense, ça peut... En défense centrale, mais c'est plus qu'un simple défenseur. C'est l'âme, c'est le poumon, c'est lui qui arrive à emmener tout le monde, à donner une énergie et surtout qui donne de la sérénité en défense. Et son absence, elle peut faire basculer le match. François, qui a le point entre Will et Vincent? Alors, énorme pression. Je te le dis que Vincent mène 3-0. Donc, faux. C'est une invention totale. Il n'y a pas eu de troisième point. C'est vrai que le troisième point n'a pas été attribué. Invention totale. Tu as raison. Les arguments sont fameux des deux côtés, quoi. Après, il y a aussi le sentiment personnel qui joue un peu. C'est sur les arguments, quand même. C'est dur de voir Nice favori, quand même. Parce que l'OM là s'est qualifié en Coupe d'Europe. Hier soir, il y a fatigué contre Karabag et Bâle. Et puis, je pense quand même que l'OM sera animé par un sentiment de revanche assez puissant. Il y aura le Vélodrome en feu. Et puis, quelque part, Nice va jouer une finale à Marseille, une finale à 10 journées de la fin, mais sur le plan émotionnel, c'est un peu comme une finale. Ils vont en jouer une autre au Stade de France contre le FC Nantes. Alors, est-ce qu'on peut gagner 2 finales dans une saison? Je ne suis pas sûr. Donc, je dirais que s'il faut vraiment désigner un favori, c'est plutôt Marseille pour moi. Bon, le point, je suis désolé pour toi. Un complot. Oui. Et heureusement, je peux compter sur Yo qui m'a donné son point. Il va pour Vincent. À ne pas oublier que l'OM a joué un match avec pas mal d'intensité hier soir aussi. Quand en Ligue Europa Conférence, ça s'appelle comme ça, hein, c'est ça. Europa Conférence. La nouvelle Intertoto. Parce qu'on s'y perd maintenant dans toutes ces Coupes d'Europe. Mais c'est vrai que l'OM a joué et s'est qualifié, effectivement. Et puis c'est pas mal de ne pas être favori avant de jouer un tel match. Donc pour les Niçois, c'est presque un il n'aurait pas avantage. dit le contraire. C'est pas étonnant qu'il dise ça, mais aux yeux de Galtier, évidemment, Nice n'est pas favori. Mais évidemment, il va jeter toujours la pression chez l'adversaire, c'est évident. Alors ça, c'est pour le match entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, messieurs. Mais j'ai une autre question par rapport à cette fin de championnat. Entre Nice, Marseille et Rennes, pour l'instant, je mets un petit peu de côté Strasbourg, mais il ne faut pas les oublier non plus. François, tiens, par exemple, qui est selon toi le favori pour la seconde place? Pour moi, c'est Nice. Ah oui, clairement. On va voir le tableau d'ailleurs des 10 matchs de chaque équipe à venir. Ça me paraît être l'équipe la plus régulière, la plus solide. Et en plus, avec cette petite part de réussite, cette saison qui va bien. Donc voilà, si... Messieurs, on voit les matchs là, à venir. Will, selon toi, qui c'est qui a le calendrier le plus favorable? Nice, clairement. C'est en ce moment vraiment la période charnière. Ça deviendra un peu plus facile, entre guillemets, mais bon, c'est peut-être là les matchs aussi que le l'OGC Nice a eu le plus de mal à gagner. Le plus compliqué, je pense que c'est l'OM, en revanche, qui aura le PSG, Lyon, Rennes et Strasbourg à jouer. Qui se déplacera à Rennes également. Voilà, donc je pense que c'est vraiment Nice qui a l'avantage du calendrier. En revanche, j'étais déjà craintif sur Rennes et leur élimination hier rajoute un peu ce scepticisme. Je pense que Rennes a vraiment le collectif, le jeu collectif pour être dangereux dans cette course à la deuxième place. Johan, justement, Rennes, cette équipe de Rennes, c'est l'outsider qu'on ne voit pas beaucoup arriver là, mais qui est là, qui sera là jusqu'au bout. C'est l'équipe qui peut être la plus dangereuse dans ce trio parce que, comme on vient de le dire, ils se sont fait éliminer hier soir et surtout on ne parle pas d'eux. On parle beaucoup du duel Nice-Marseille, 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 mais Rennes, chaque week-end, on ne les entend pas et ils prennent 3 points, ils prennent des points, ils marquent des buts, ils en mettent 4 à droite, ils en mettent 3 à gauche. On ne parle pas d'eux et
faut faire attention à Rennes. Alors pour moi, mon favori pour la deuxième place, c'est l'OGC Nice au vu du calendrier et de l'effectif niçois. Mais mettons pas Rennes de côté quand même. Attention à Rennes, Vincent, mais Marseille a aussi l'expérience quand même, malgré tout, des fins de championnat. Ouais, exactement. Marseille, ça reste quand même une équipe, justement, comme tu l'as dit, Mika, qui sait faire dans ce Money Time. Je pense que même le Vélodrome, même s'ils sont pas bons à domicile depuis le début de saison, il y a un moment où peut-être que ça va tourner dans le bon sens pour eux dans cette fournaise. Mais oui, mais Rennes aussi, je les sens quand même très costauds et ils ont un point de plus pratiquement déjà avec le goal average en différence de but. Ils sont, je crois, à plus 30 déjà. Donc ça fait pratiquement un point de plus. Hein, donc faut y penser à ça aussi. Hein. Donc ça va être vraiment serré jusqu'au bout. Les calendriers, c'est compliqué de dire là tu vas prendre des points là tu vas perdre. Nice a battu le PSG, a pris des points un petit peu à droite à gauche. Moi je pense qu'il faudra vraiment faire le point les 5 dernières journées. Le calendrier de la fin de saison en tout cas est favorable à Nice avec un déplacement notamment lors de la dernière journée à Reims qui, on l'espère et c'est certainement le cas, n'aura plus rien à jouer. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur cette rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille dimanche soir au stade Vélodrome. Restez bien avec nous, puisqu'en fin d'émission, nous vous ferons gagner un lot comme chaque semaine. Et ça ne sera pas la casquette de Will, je vous rassure, pour le cadeau. Mais c'est dommage, je suis sûr qu'Alain aurait bien aimé. Notre cadeau, mais on va s'intéresser un petit peu plus à toi maintenant. Johan, on l'a dit, tu t'entraînes avec l'équipe de Villefranche-Saint-Jean de Beaulieu, avec Sébastien Frey. Tu as dit tu as eu des touches en fin de saison dernière que tu n'as pas pu assumer. Est-ce qu'au mercato d'hiver, il y en a eu également? Comment ça s'est passé un petit peu pour toi ces 6 derniers mois? Non, le mercato d'hiver, pour être honnête, a été assez calme. Et maintenant, on est obligé d'être dans l'attente du mercato d'été. Ton souhait, c'est quoi, là, aujourd'hui? Mon souhait, c'est de retrouver un club qui me fasse confiance et où je peux me sentir bien. J'ai besoin que de ça. Juste de sentir de la confiance chez un club pour montrer ce que je sais faire et reprendre du plaisir parce que c'est ce qui manque le plus. François, Johan, c'est un garçon formidable. Moi, j'adore. Ouais. Et puis je me souviens de ces matchs, notamment à Amsterdam, en Ligue des Champions. Enfin, c'était un gardien qui rejaillit sur un collectif. La bonne époque. Ouais. Mais elle n'est pas finie, Johan. J'espère voilà. qu'elle est Et pas donc, finie. moi, je pense que c'est important. Tout à l'heure, Johan, tu disais que tu regrettais d'avoir rejeté une proposition l'été dernier. Donc, pour les clubs qui pourraient être intéressés par ta candidature, jusqu'à quel niveau tu serais prêt à descendre? Moi j'aimerais, et bien évidemment la Ligue 1, mais Ligue 2 je suis preneur, je peux bouger de partout, j'ai mon passeport, j'ai ma carte d'identité, ma femme a un passeport aussi, on est en train de faire celui de ma fille, mais voilà, au mois de juin tout sera réglé pour partir n'importe où. Justement, sans rentrer dans des détails trop intimes, mais la naissance de ta fille a dû faire du bien à gérer cette période-là, non? Ouais, elle a fait le plus grand bien parce que c'était un moment vraiment, vraiment difficile aussi parce que quand on est dans le monde professionnel, on a des conditions de vie qui sont exceptionnelles et quand on tombe de haut comme ça, c'est vraiment difficile et la naissance de ma fille m'a fait prendre en compte le sens des priorités. Voilà, le sens des priorités, exactement. Aujourd'hui, c'est ma fille avant tout et le foot après, alors que toute ma vie, ça a été foot. Vincent, il sait de quoi il parle aussi sur le sens des priorités et les Absolument. enfants. C'est exactement non, mais ça. est-ce que justement. Tu viens plus aux soirées. Durant, je peux pas le matin, c'est trop dur. Cette période-là qui doit pas être évidente à vivre, heureusement, voilà, tu as ce bonheur de la naissance de ta fille. Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de tomber un petit peu dans l'oubli? Bien sûr qu'il y a la crainte de tomber dans l'oubli. Après, on essaye de tout faire pour justement pas tomber dans cet oubli-là. On essaye de se montrer un petit peu. On s'entretient. On fait comme on peut. Mais malheureusement, on décide pas d'où on veut signer. Sauf pour Kylian Mbappé. Oui, c'est vrai que lui, il aura le choix. Évidemment, il a déjà le choix. Kylian Mbappé. Alors, pas de Kylian Mbappé dans le 11 de Cardi que l'on va découvrir maintenant, parce qu'on t'a demandé, Johan, de définir un petit peu les joueurs de l'OGC Nice que tu as côtoyés. Attention, c'est très important de le dire. C'est le 11 de Johan Cardinal, les joueurs avec qui il a joué dans sa carrière à l'OGC Nice. Eh bien, vas-y, tu vas nous détailler tout ça. Évidemment, tu t'es mis dans les buts, parce que tant qu'à faire, c'est mieux. En fait, j'ai fait un 11
qu'avec les joueurs avec qui j'ai eu des matchs officiels. Parce que j'aurais pu lever Paul Bass, admettons, pour mettre Saliba ou Todibo, mais comme je n'ai pas joué officiellement en match de compétition, je ne les ai pas mis. D'accord. Donc, Ricardo... Important de le préciser. Important. Ouais. Parce qu'il y a... Même en attaque. il n'y a pas Amine Gouiri, alors que il pourrait, mais comme je n'ai pas de... Voilà. Alors, on va y aller. Donc, dans les buts, Johan Cardinal. La charnière, Dante, ça ne souffre d'aucune discussion et contestation. Paul Bass, tu l'as dit, plutôt... c'était un gars solide. Ouais, c'était un guerrier. Je savais qu'avec cette charnière centrale-là, je pouvais partir à la guerre et repartir vainqueur sans souci. Donc voilà pourquoi cette charnière centrale. Les latéraux, Ricardo Pereira, d'Albert, deux phénomènes. Deux flèches qui faisaient qu'attaquer et qui étaient pas mal décisifs. Enfin, surtout d'Albert sur une saison, parce que depuis... il a été décisif l'année qu'il fallait, donc on l'a plus trop vu. Ça nous allait très très bien à cette époque-là. Au milieu, Cyprien Seri pour faire en première lampe de rancement parce que Mika Seri a des pieds de fou et que Willan se projetait énormément. Atem Ben Arfa parce que c'était un magicien qui a fait une saison tout simplement exceptionnelle. T'es pas bien, c'était dans ce triangle-là en tant qu'adversaire, je pense que tu touches pas un ballon. Tu vois pas le ballon. Que là, c'est difficile. Et devant, sur le côté gauche, Alassane Plea parce que il a été beaucoup critiqué à ses débuts au club et il a su, entre guillemets, faire fermer des bouches et partir dans l'un des plus grands championnats au monde. Pas la nôtre, non. Être international français aussi. Saint-Maximin qui est tout simplement une bombe atomique. Je pense que attendez encore 1 ou 2 ans et vous allez voir au plus haut niveau. On a été étonné d'ailleurs que tu mettes Alan Saint-Maximin dans cette équipe-là pour le coup, parce que c'est vrai que à Nice, c'était bon, mais c'était pas phénoménal, quoi. Parce que vous le voyez pas tous les jours à l'entraînement. Mais c'est les matchs qui comptent. Oui, d'accord, mais c'est... Là, je sais pas si vous avez vu récemment, il y a Trippier, le latéral droit de Newcastle, qui a fait une interview, qui a dit « Ce mec-là peut être Ballon d'Or ». Alors peut-être qu'il en rajoute, il dit... Après une beuverie, non ? Il fait des choses avec le ballon que j'ai jamais vu dans ma carrière. Et pourtant, il a joué avec de très très grands joueurs. Mais je vous assure qu'Alan Saint-Maximin, c'est une bombe atomique. Mettez-le dans un effectif avec de bons joueurs et vous allez voir par vous-même. Bon, et l'attaquant, ça ne souffre d'aucune discussion. Mario Balotelli. Et je tiens à préciser que Younes, si tu vois cette compo... Younes Belanda. J'aurais pu te mettre, mais... Il fallait enlever un thème. C'est dur. Voilà, il fallait lever un joueur. Par contre, Mario, si tu l'avais pas mis, il aurait pu t'appeler direct, non ? Ouais, Mario, il est capable. Lui. On a souvent dit, évidemment, on a souvent mis en avant tes rapports avec Mario Balotelli. Tu en as raconté plein, tu as 10 000 anecdotes à propos de Mario, et on n'est pas là pour ça, évidemment, pour en rappeler, mais ce lien que tu avais avec lui, c'est peut-être le lien que tu n'as jamais eu d'autres liens avec un joueur, peut-être dans ta carrière, si ? Non, j'ai pas eu d'autres liens comme ça. C'était pas mon meilleur ami dans le vestiaire. On s'entendait énormément bien, mais on avait une relation de conneries en fait. Il me regardait, je le regardais. Étonnant. Hop, allez lève-toi, c'est maintenant qu'on va faire une connerie. Tout. On arrivait à se comprendre, c'était assez incroyable et avec Mario, j'ai eu pas mal de rigolades et le vestiaire aussi pour le coup. Tu parlais de Ballon d'Or, est-ce que tu penses que s'il avait été plus cadré, Mario, ou plus sérieux, il aurait pu postuler justement au Ballon d'Or ou non ? Postuler au Ballon d'Or, peut-être pas, mais un bon top 7-8, largement. Parce qu'il avait tout, il allait vite. Largement, il allait vite, il est costaud, il a une frappe de balle de fou, il est intelligent dans le jeu. Le seul problème, c'est un peu son entourage. Comme... Il n'était pas très partisan du travail invisible, comme on dit. On va dire ça, mais après, il avait toutes les qualités pour faire partie d'un top 7-8 Ballon d'Or sans souci. Allez, c'est l'heure de jouer. Le cadeau de la semaine, vous allez le voir, c'est ce magnifique ballon dédicacé par tous les joueurs de l'OGC Nice. Vous en avez l'habitude. Maintenant, il faut pronostiquer
le bon score entre l'Olympique de Marseille et Nice avec le non-débuteur. Attention que le ballon ne parte pas non plus. Avec le non-débuteur, donc, sous le hashtag Gymtonic, évidemment, Gymtonic, sur les réseaux sociaux de Nice Matin. Voilà, vous nous pronostiquez le non-débuteur et le résultat, s'il y en a un d'ailleurs débuteur, le résultat de ce Marseille-Nice, et vous gagnerez ce magnifique ballon dédicacé par toute l'équipe de l'OGC Nice. C'est l'heure, mon cher François, du moment tant attendu par toute la France entière. Le souviens-toi de François Pathieu. Il faut passer après Philippe Camps qui a mis la barre très très haute. On le salue, on l'embrasse. D'ailleurs, notre Philippe. Tu vas nous parler d'un Marseille-Nice resté dans les annales parce que c'est celui de 2007 et ça faisait 32 ans que Nice n'avait pas gagné au Vélodrome. Ouais, et puis on s'y attendait pas trop. C'était le début de saison, 2007-2008. Nice était venu au Vélodrome. Et le stade était plein déjà. Il n'y avait pas le toit à l'époque, hein. C'était le Vélodrome version Coupe du Monde 98 là. Mais et Nice avait sorti un grand match et avait gagné 2-0 avec des buts de Vincent Augnon et David Elbic. Et je me souviens à la sortie du stade. C'est toi qui avais fait le match pour Nice Matin. Et je m'étais dit, ah non mais là, ce Nice-là, c'est Ligue des Champions quoi. Et on avait fini 8e je crois, ou 7e, je sais plus. Oui, 8e je crois. Ouais. Donc oui, non, on n'avait pas... Et en fin de compte, dans l'analyse du match, on avait oublié quelque chose, c'est que justement les buteurs, c'était un défenseur, Vincent Augnon, et un milieu défensif, David Elbic. Et en fait, Nice, cette saison-là, avait été très très solide, mais avait manqué d'un grand attaquant. Il y avait un peu Bakikone tout seul. Et en fait, c'est ça. Toute la saison, Nice, il n'y avait pas de grand attaquant. Donc, on n'arrivait pas à faire la différence. C'est vrai qu'il y avait un milieu de terrain solide, avec Florent Balmont, Olivier Chouafny à l'époque. Ederson. Donc, tu avais Balmont, Chouafny, Ederson. Cyril Roll aussi qui joue au milieu. Cyril Roll. Et Roll qui jouait plutôt arrière gauche. Cédric Kanté en défense avec Vincent Augnon. Exactement. Hugo Lloris dans les buts. C'était très costaud. 2007-2008, c'est la meilleure défense de l'OGC Nice depuis la remontée. Il est là, monsieur Stat. 30 buts encaissés seulement. Avec un entraîneur à l'époque qui n'était pas vraiment BCBG. Hein. Non. Fred Antonetti. Frédéric Antonetti. Qui avait fait venir les deux buteurs de ce match, Augnon et Elbic, de Saint-Etienne. Évidemment, il fallait qu'il y ait un place aussi. Et c'était obligatoire. Il fallait qu'il casse la Saint-Etienne dans l'émission, mon cher François. Tu te souviens, Yohan, de cette équipe un peu? T'étais déjà arrivé au moi, je m'en souviens parce que j'avais signé mon contrat à Nice. J'avais signé en 2007. Pour rejoindre le club en 2009, donc oui, je commençais à m'intéresser un petit peu de plus près au club. Ouais. C'était qui d'ailleurs dans la cage? C'était Hugo Lloris. Il y avait Mandanda à Marseille. Et c'est l'époque où d'ailleurs les deux se tiraient bien la bourre quand même. Et à Nice, il y avait Anthony Modeste qui débutait juste sa carrière et Lilian Lasland devant qui lui l'a terminé. Donc il y avait Bamogo qui était pas mal, mais il manquait avec Bakikone un attaquant extraordinaire. Bakik avait d'ailleurs été transféré à Marseille juste après. Ça. Yohan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation et pour ce bon moment. Voilà, on te souhaite évidemment de retrouver un club très rapidement. Le club qui recrutera Yohan Cardinal aura énormément de chance parce que c'est non seulement un très bon gardien de but, mais c'est un homme génial. Merci. Et on souhaite évidemment à Yohan une très belle poursuite de sa carrière. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour cette émission. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé et Chloé Vargard à la réalisation de cette émission. À la semaine prochaine.